Donc, nous voilà chez Xavier. Vernon a donc a demandé à Xavier s'il pouvait l'héberger. Xavier a dit oui et lui avait dit ça tombe bien, tu pourras garder notre chienne. Donc nous voici arrivés à ce week-end. Donc Vernon rentre dans l'appartement. Il découvre la fille de Xavier, qui est donc au milieu du salon et qui fait du vélo dans l'appartement. Donc on voit Vernon pour la première fois face à un enfant. On comprend que Vernon n'éprouve aucun intérêt pour les enfants. Il est juste poli et agréable quand il rencontre ceux de ses amis, ceux des autres. On comprend que les animaux non plus ne l'intéressent pas. Hein. Bien sûr, il a accepté de garder la chienne uniquement pour pouvoir avoir un hébergement pour le week-end. Donc, on nous dit que le salon respire le luxe, le calme et la volupté. Donc, on voit clairement que son ami Xavier et sa femme Marie-Ange ont un côté un peu snob, être attirés par... Ils vivent clairement dans le luxe. Du coup, ça marque vraiment une différence avec le monde de Vernon, hein, qui lui ne porte absolument aucun intérêt à tout ce qui est matériel. Mais donc il est bien tombé, rien à redire. Donc être bien tombé, Vernon est bien tombé, ça veut dire qu'il est tombé au bon endroit. Comme on dit, ça tombe à pic. Quelque chose qui tombe, c'est quelque chose qui nous arrive, souvent de façon imprévue, imprévisible. Et donc Vernon dit qu'il est bien tombé, il a donc atterri au bon endroit, puisque ce ne sont quand même que des adjectifs gratifiants, valorisants. Pardon, ce ne sont pas des adjectifs, ce sont des noms. Le luxe, le calme et la volupté. On est dans le plaisir des sens, on est dans la sérénité et en plus dans le luxe ici associé à la beauté. Bref, je ferme cette longue parenthèse. Donc Xavier, comment il se comporte avec sa fille, voilà, la petite qui demande si elle peut jouer à la console. On voit que Xavier s'en occupe puisque quand il s'accroupit pour montrer où sera la grande aiguille quand elle devra éteindre sa machine, c'est qu'il y a et prendre son bain. Donc on voit qu'il y a une structure, que la petite fille a un cadre, qu'on s'occupe bien d'elle. Voilà, c'est ça qui nous est montré. Quand il dit montrer la grande aiguille, on parle de l'horloge. Hein. Quand la grande aiguille sera sur 12, tu arrêteras de jouer. Comme ça, les enfants comprennent quand on leur parle du temps qu'ils vont passer. Donc la petite qui acquiesce, qui est sérieuse et concentrée, donc ça veut dire que voilà, elle respecte complètement la figure autoritaire parentale, donc ça montre une éducation saine. Donc Vernon est curieux, il interroge Xavier, mais elle joue aux jeux vidéo. Xavier lui explique que c'est le jeu des 1000 bornes, donc les 1000 bornes, c'est un jeu auquel on jouait tous petits, qui maintenant est dépassé, comme il dit. Donc c'est dépassé, ça veut dire que ce n'est plus à la mode. Hein. C'était à la mode dans le temps. Maintenant, aujourd'hui, c'est dépassé. Et donc il explique qu'il ne la laisse pas aller sur Internet toute seule. Et donc Xavier explique à Vernon sa vision d'Internet pour des enfants. Où il pense que c'est un endroit où elle peut vraiment se faire laver le cerveau, hein, lobotomiser, c'est-à-dire on peut lui mettre des choses dans la tête de façon bien plus facile et de façon bien plus intense, de façon continue qu'à l'école.
Donc Xavier se confie à Vernon, il lui dit que avoir un enfant c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Voilà, Vernon dit que lui il n'a pas rencontré la bonne meuf, donc la bonne nana, la bonne femme. Donc là on a la vision de Vernon sur ces personnes qui sont toujours en train de demander si on a des enfants qui en ont eux-mêmes, mais qui au final ont une vie qui n'est pas du tout enviable, donc de laquelle on n'a pas envie, hein, c'est ce que dit Vernon, c'est la pensée de Vernon. Donc pourquoi il n'aimerait pas avoir pourquoi ça ne lui donne pas envie, une vie de père? Et là, on a le droit à l'énumération des choses qui font qu'il n'a pas envie d'être père. Donc les maladies avec la rougeole, les cadeaux de Noël, les jouets, les goûters. Les goûters, c'est lorsque, dans le milieu de l'après-midi, on mange des sucreries. C'est un repas sucré au milieu de l'après-midi. Donc c'est pour avoir donc un casse-croûte. Ce que je veux dire, c'est pour faire une pause au milieu de la journée et un mini repas. Mais c'est la plupart du temps avec des choses sucrées. Ça s'appelle le goûter. Et le goûter aussi, des fois, c'est avec d'autres enfants. Donc pour Vernon, c'est associé aux galères d'adultes, donc aux problèmes d'adultes. Ensuite, Vernon nous décrit... il se rappelle, il se remémore tous les potes qu'il a vus débouler avec le sac à fleurs, donc tous les potes qu'il a vus arriver avec un gros sac à fleurs rempli de tout ce qu'il faut pour l'enfant. Donc il les a vus faire. Il parle de la virilité qui se perd lorsque le mec devient papa. Un mec avec bébé est un mec foutu, donc un mec mort, un mec pour lequel il n'y a plus d'espoir. Si encore on pouvait les élever débarrassés des mères, il y aurait peut-être une piste envisageable pour rester viril en devenant père. Donc là, Vernon, il parle de la... en fait, de l'autorité de la femme quand elle devient maman, c'est-à-dire qu'elle prend toute la place et le père ne trouve plus du tout sa place, donc il perd sa virilité. Ensuite, il parle de la façon dont les hommes feraient grandir leurs enfants, donc dans une hutte au fond de la forêt. Donc c'est assez drôle d'imaginer ça. Donc bien sûr, à l'opposé de l'éducation menée par les mères dans la vision de Vernon. Donc pour lui, l'unique stratégie, c'est la fuite. Il faut aussi savoir choisir. Remarque qu'un gamin aujourd'hui lui serait bien utile. Donc lui, Vernon, il dit oui, la seule chose pour laquelle je pourrais regretter de ne pas avoir eu d'enfant encore à ce jour, c'est que s'il avait un enfant, il irait chez lui, dans son appartement, et il pourrait squatter son canapé. Et il aurait un fils qui prendrait soin de lui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On a Marie-Ange qui arrive. Donc Marie-Ange, la femme de Xavier. Donc première fois que Vernon rencontre la femme de Xavier, donc il est curieux de savoir quel type de femme avec quel type de femme il vit. Donc première chose que Vernon dit, c'est elle n'est pas jolie. Elle est sèche. Sèche, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est froid. Quelqu'un qui est sec, c'est le contraire de chaleureux. Ça va être un ton sec, c'est un ton sévère. Un ton où on ne met pas les formes, où on dit les choses de façon directe et assez brutale.
Donc elle est sèche, son expression est dure, donc on parle de dureté. Ses lèvres sont trop fines. Les lèvres fines, c'est vrai qu'en général, c'est associé aux personnes plutôt âgées qui ont une méthode très stricte ou un relationnel très strict. Elle s'habille mal. Donc il dit elle a une dégaine de meuf désespérée. La dégaine, c'est le style. Hein. C'est la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te comportes aussi. Donc il critique sa façon de s'habiller, il la compare à une vieille dame. Hein, mais il sait que c'est un look de riche. Donc on revient à l'image de l'appartement de luxe. Marie-Ange représente les riches, les bourgeois. Là, Vernon, il fait la comparaison avec une amie à lui qui, elle aussi, portait des robes kaki qu'on aurait cru tailler au cutter dans un sac. Donc, le cutter, c'est un objet très coupant qu'on utilise pour faire des travaux manuels. C'est une lame très coupante. Donc, et il parle de cette femme avec qui il dormait, avec qui il couchait, Vernon, qui s'habillait toujours de façon très large. Et elle aussi, elle était fille de bonne famille. Donc, c'est associé à une mode. Donc, cette ex-copine de Vernon dépensait aussi énormément d'argent pour acheter ce type de fringues. Donc, une fortune, c'est beaucoup d'argent dans ces fringues. Les fringues, c'est les vêtements. Lui, Vernon, avait imaginé que pour s'habiller de façon aussi large, c'est que peut-être cette femme avait été victime d'une agression sexuelle et qu'aujourd'hui, elle ne voulait plus montrer son corps avec des vêtements près du corps, proches du corps. Mais non, c'était pas du tout ça. Son ex-copine lui avait expliqué qu'en fait, c'était une question de mode et qu'elle aimait la façon dont elle s'habillait. C'était de la sape chère. Sape, c'est encore un synonyme. Donc, on a sape, fringue, quoi d'autre? On a vu sape, fringue, il me semble qu'on en avait vu un autre. Bref, on va peut-être retomber dessus. Donc, elle était très fière de ses vêtements, cette ex-copine de Vernon, et elle portait en pensant défendre un véritable art de vivre. Hein. Donc, c'est vraiment le code vestimentaire qui définit carrément une philosophie de vie, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, Vernon, il fait une petite critique sur les filles. Il dit quand les filles, elles restent ensemble un peu trop longtemps, elles ont des idées complètement farfelues, hein, des idées absurdes, qui trahissent, qui montrent une profonde hostilité envers la libido masculine. Parce que si les femmes ont décidé que la mode, c'était de porter des vêtements larges, pour les hommes, c'est quand même... c'est pas le plus... attirant pour les hommes. Donc Vernon pense à un espèce de façon humoristique, mais peut-être qu'il le pense de façon sérieuse, qu'il y a un complot des femmes pour ne pas éveiller la libido des hommes. Et encore pire, il parle d'hostilité, hein, donc vraiment punir la libido masculine, quoi, en l'agressant. Bref, ensuite, on voit Xavier qui s'exprime sur Elisabeth Lévy sur une chaîne info. Et donc, cette femme qui est on le dit plus loin, de confession juive et d'origine maghrébine ou arabe. Du coup, il est encore une fois très raciste. Il a des propos vraiment violents. Donc voilà, vous avez compris.
Si t'aimes pas la France, t'as qu'à rentrer chez toi. Donc, ensuite, il dit « Ça fait mal au cul d'entendre une juive moitié bougnoule parler de la France comme si c'était chez elle. » Donc, ça fait mal au cul. Encore une fois, on a le mot « cul » dans nos expressions. Donc, ça fait mal aux fesses. Ça fait mal au cul, ça veut dire que c'est douloureux d'entendre parler d'une juive moitié bougnoule. Bougnoule est un terme raciste qui désigne la population d'origine arabe. Voilà, on continue. Donc Vernon s'exprime et Vernon dit « Xavier a toujours été un connard de droite ». Donc Vernon est très conscient et a l'air d'accepter. Il est très tolérant, mais bon, en ce moment, il est logé chez lui, donc il fait un effort. Mais on voit que Vernon est un personnage quand même tolérant. Il peut tout à fait passer un moment et apprécier des gens qui n'ont pas du tout les mêmes pensées politiques que lui et la vision de la vie. Donc voilà, donc un connard de droite. Ce n'est pas lui qui a changé, c'est le monde qui s'est aligné sur cette option. Vernon évite de renchérir. En ce qui concerne, il aime bien Elisabeth Lévy. On voit que c'est une meuf qui aime le sexe et la coke, ce qui ne gâterait préfère parler d'autre chose. Donc Vernon préfère parler d'autre chose et là, il va lui parler d'Alex. Donc Alex Bleach, ce fameux personnage qui est mort au début du livre, dont Vernon a reçu les cassettes. Donc Alex Bleach, star du rock avant de mourir. Alors, pour changer de sujet, Vernon demande à Xavier s'il avait vu Alex avant sa mort, puisqu'ils faisaient tous partie de la même bande. Et là, encore une fois, Xavier se montre vraiment désagréable. Il a toujours été tellement con. C'est un soulagement de savoir qu'on ne verra plus sa gueule de chanteur à bobo. Donc les bobos, c'est les bourgeois bohèmes. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. Il me semble que oui. Donc les bobos, un terme qui est vraiment devenu courant dans le langage de société française. C'est-à-dire que les bobos, ils constituent un groupe de personnes qui ont de l'argent, qui vivent de façon aisée, mais qui ont ce côté un peu bohème, c'est-à-dire artistique, poétique, avec des valeurs de vie, avec des choses simples, revenir à la terre, tout le côté je suis bourgeois et j'aime le luxe et les belles choses, mais en même temps je montre une image très attachée aux choses simples, à l'humain, à la terre, aux arts, etc. Donc c'est pas très positif, bobo c'est moqueur, c'est péjoratif. Xavier dit clairement que ce mec ne lui manquera pas. Bon, ensuite, on revient sur Marie-Ange qui réapparaît. Voilà, Marie-Ange apparaît, les écoute, prend part à la conversation. Et là, Vernon capte ce qu'elle peut avoir d'excitant. Donc, Vernon comprend pourquoi Xavier a été attiré par cette femme. Il sent la richesse en elle, parce qu'elle a ses yeux donnent au visage l'expression d'une tranquillité puissante. Donc cette tranquillité, synonyme d'un milieu où on a manqué de rien. Voilà, ensuite il la décrit physiquement. Donc elle accueille Vernon poliment. Alors c'est vous, monsieur Revolver. Donc Vernon se sent un peu infantilisé, donc pris pour un enfant. Ensuite, Marie-Ange montre une photo d'un SDF, donc une personne sans domicile fixe, c'est-à-dire un mendiant, quelqu'un qui vit dans la rue. Et en fait, donc là, ça nous donne un portrait du personnage de Marie-Ange, c'est-à-dire qu'elle leur montre un SDF qui porte un chiot dans les bras, donc un bébé chien, et tout ce qui touche Marie-Ange, c'est de savoir ce que va devenir ce pauvre petit chien lorsqu'il aura grossi et grandi.
Donc là, voilà, on a bien le portrait d'une personne bourgeoise riche et sans problème, qui apparemment est complètement insensible à la misère humaine. Voilà, donc on décrit la photo, on va sauter ça. Donc Vernon cherche quelque chose d'empathique à bafouiller. Bafouiller, c'est-à-dire on bafouille quelque chose, ça veut dire qu'on a des mots qui sortent de notre bouche, mais ils ne sont pas vraiment compréhensibles parce qu'on bafouille, parce qu'on n'est pas sûr de soi. On a envie de dire quelque chose, mais en même temps, nos mots sortent de façon désordonnée ou de façon vraiment pas claire, parce que on n'est pas du tout convaincu par ce qu'on dit. Donc il bafouille quelque chose à propos du petit chien parce qu'il a envie de montrer de l'empathie à Marie-Ange. Donc Marie-Ange leur propose de passer un moment entre hommes. Donc elle leur propose d'aller se retrouver entre hommes à boire un verre, et qu'elle s'occupera de leur fille et de la maison. Donc là, on voit que Xavier ne perd pas une seconde, il est comme un gosse, donc il est comme un gamin, il est comme un enfant, comme si on lui avait donné une autorisation de sortie. Donc là, il y a un peu la moquerie aussi sur le type dominant-dominé, où en fait, Marie-Ange, elle est reine, c'est la maman de la famille, quoi, de tout le monde. Donc voilà, Xavier très content de se retrouver avec son pote Vernon dans le bar d'en face. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensuite dans la partie qui vient? C'est qu'en fait, Xavier est très content de sortir, il va boire énormément et il va en fait parler en continu et parler de sa vie, de ses problèmes, de tout ce qu'il ressent. Et Vernon va être la personne qui va écouter son ami parler, et il va ne faire que ça de façon passive. Donc il lui parle de son couple, du fait que voilà, il a eu un gamin et que avoir un enfant avec cette femme, c'est pour qu'il y ait une relation qui dure. Ensuite, il parle de la difficulté, de la période difficile pour un homme de retrouver sa femme une fois qu'elle est devenue mère, parce que pour lui, il s'est retrouvé face à une inconnue. Voilà, il se confie, donc Xavier. Il parle sur les femmes de façon assez dure, et on sent qu'il souffre beaucoup. Il a eu l'impression d'être relégué au rang de figurant, donc il n'était plus qu'un figurant, il n'était même plus acteur mais figurant, donc avec une présence très passive, puisqu'on ne faisait plus attention à lui. Et en plus, il dit que les femmes, à ce moment-là, une fois qu'elles sont mamans, elles n'ont plus besoin de toi, donc elles te disent de dégager, donc de partir, de sortir. Mais qu'en fait, elles se raccrochent à la thune. Donc la thune, on l'a déjà vu, c'est l'argent. Donc voilà Xavier qui fait le portrait des femmes une fois qu'elles sont mamans. Là, j'ai trouvé ça assez amusant. Elles peuvent bien nous casser les couilles avec le féminisme. Une fois l'enfant dans le berceau, elles savent qu'elles auront et la garde et la pension. Donc là, c'est vrai qu'en France, souvent, les pères se trouvent dans des situations vraiment compliquées au moment de la séparation. C'est-à-dire qu'en général, la mère a beaucoup plus de droits que le père. Après, il y a des gardes partagées. Je connais beaucoup de couples qui font une garde vraiment équitable. Le père a les enfants une semaine, la mère une semaine. Ça arrive, mais c'est plus rare que beaucoup de gens de mon entourage. Voilà le schéma qui se passe, c'est que le père a les enfants un week-end sur 2, et seulement
un mercredi sur deux, pendant que la femme a les enfants toute la semaine. Hein. Donc, il y a encore beaucoup de schémas où l'enfant est chez la mère les 3/4 du temps. Donc, ensuite, il parle de son rôle de père. Clara, dès la première seconde, j'ai su que je serais un bon père. Donc, voilà, il est épanoui dans son rôle de père. Ça a été instantané à la seconde où il l'a vu. Voilà. Ensuite, il dit que Marie-Ange en veut un deuxième, mais que lui, il n'est pas pressé et qu'il n'est pas un réservoir à sperme, donc un distributeur de sperme. Ensuite, il regrette la période où il y avait encore beaucoup de passion et de sexe entre lui et Marie-Ange. Voilà, donc il retrace sa relation, les débuts, comme pour lui c'était agréable d'avoir une meuf qui a du sang de baronne. Donc là, en fait, c'est-à-dire que pour lui, c'était très agréable de pouvoir coucher avec une femme qui était issue d'une famille très riche. Donc voilà, il parle de l'image du mépris qu'il reçoit de la famille de Marie-Ange, qui du coup est très snob. Du coup, il a été méprisé jusqu'à ce que beaucoup de personnes divorcent. Hein. C'est devenu, il y a eu une vague de divorces en France, hein, mais je pense que c'est le cas à travers l'Europe et même au-delà de l'Europe, hein, que les gens se sont mis à ne plus accepter cette vie imposée de couple, hein, sous contrat, comme si c'était la seule manière de vivre. Donc ça fait un moment que les divorces concernent une grande majorité des couples, hein, en France. Donc, on en était. Donc, il a récupéré des points de respect des points de respect par rapport à sa belle famille. La belle famille, c'est la famille de notre conjoint ou conjointe. Il a récupéré des points de respect parce qu'ils sont restés ensemble avec Marie-Ange. Et du coup, ils étaient vus comme un couple au final solide parce que autour d'eux, tous les couples se séparaient. D'où le divorce. Ensuite, il décrit la famille de Marie-Ange. Papa a géré la fortune familiale, maman l'a aidé. Radin comme sont les riches, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas d'argent facilement. Le moindre centime compte. Donc il critique le père qui ne fait que il critique le père qui n'a jamais travaillé de sa vie, puisque c'est un rentier, ça veut dire qu'il reçoit de l'argent d'une fortune passée, il est encore héritier d'une fortune passée. Et il parle de son beau-père qui, lui, n'a jamais travaillé et qui passe son temps à critiquer ceux qui ne travaillent pas, c'est-à-dire les chômeurs, mais ceux qui sont en recherche d'emploi. Donc voilà, il fait encore la critique d'un personnage supplémentaire. Ensuite, il parle de son métier de scénariste qui, en fait, est un métier où il ne gagne pas beaucoup d'argent puisqu'il arrive difficilement à toucher un SMIC. Le SMIC, c'est donc le revenu minimum, hein, quand on travaille en France. Donc, il touche à peine le SMIC. Voilà, donc il a dû beaucoup souffrir de ce mépris de la famille, de sa belle famille. Donc, il explique que c'est la raison pour laquelle ils ont hérité, ils ont récupéré
l'appartement le plus pourri du parc immobilier des Vieux. Donc le parc immobilier des Vieux, ça veut dire qu'ils ont énormément d'immobilier. Il parle de son métier de scénariste, que dans les débuts, il a eu beaucoup de chance et qu'il a cru que ça allait toujours se passer comme ça et que maintenant, il se bat pour avoir des contrats. Les voilà arrivés dans le bar. Xavier pousse la porte du bar et s'installe au comptoir. Donc, là, Xavier, il décrit l'attitude... Vernon décrit l'attitude de Xavier. Il parle d'un ancien mauvais garçon devenu grand bavard. Qui en fait parle pour éviter d'écouter les autres et d'être dissuadé et de dissuader les mauvaises idées de l'approcher. Donc c'est une façon d'empêcher les mauvaises idées de l'approcher, qu'il parle continuellement. Donc, il en a lourd sur le cœur et il parle comme en cours. Donc, ce que Vernon il dit ici, c'est que Xavier est dans un mal-être tellement profond qu'il passe son temps à parler, à se libérer. C'est un peu une façon de vomir sa tristesse, l'idée de dégueuler les mots comme un moulin à paroles. Donc, ça veut dire qu'on ne s'arrête jamais de parler. Donc Vernon, lui, il n'a pas passé une soirée dans un bar depuis des mois et il avait oublié le plaisir que c'était. Donc il est vraiment en train d'apprécier, de retrouver cet environnement, ces odeurs. Donc là, il va parler des odeurs, il va décrire les sensations, la musique. Donc voilà, il va décrire ce qu'il y a. Tout de suite, il y a une fille qui le regarde. Donc, on a compris que Vernon est un grand séducteur, qu'il a eu énormément de succès plus jeune, qu'il en a toujours parce qu'il a toujours des yeux magnifiques. Et du coup, c'est un peu un aimant à femme. Vous allez voir tout au long du livre, il y a toujours des regards séducteurs. Et il y a beaucoup d'amour. C'est un homme à femme. Vraiment, il a du respect pour les femmes aussi. Il a une certaine admiration. Donc là, c'est parti, une fille brune dans le fond du bar qui le regarde. Donc il la décrit, elle a de jolis yeux clairs, les pommettes hautes. Les pommettes, c'est les joues. C'est la partie haute des joues. La peau blanche, un tatouage de branches fleuries lui monte dans le cou. À travers le tatouage, il voit de la délicatesse. Il surveille la petite en espérant qu'elle se lève et sorte fumer une clope. Donc il a envie clairement de s'évader, de fuir un peu la conversation de Xavier, enfin le monologue de Xavier, puisqu'il n'y a que lui qui parle, pour pouvoir fumer une clope avec cette fille. Vernon est très, on l'imagine, sexe et rock'n'roll. Donc une femme lui fait perdre l'attention de tout le reste. Et on replonge dans le monologue de Xavier. Moi, les PD, je m'en bats les couilles. Tu vois les deux derrière le comptoir. Donc là, les PD, c'est les homosexuels. Mais les PD, c'est une façon péjorative, négative de parler des homosexuels. Donc il est reparti. Il a besoin de s'exprimer là-dessus. Il décrit les personnes qui tiennent le bar. Le grand noir efféminé. Efféminé, ça veut dire qu'il y a des allures de femme. Et la petite pédale rebeu, donc rebeu c'est arabe, c'est le terme en verlan, en argot, pour dire arabe. Donc le terme rebeu n'est pas raciste, le terme noir non plus, mais par contre la pédale, pareil, une pédale c'est un mot pour définir un homosexuel, c'est clairement péjoratif. Donc, il dit qu'il les respecte de se promener à Belleville, donc un quartier de Paris comme ça. Ensuite, c'est parti, c'est la Russe, la Fémène, donc groupe féministe qui est tout le temps à poil. Si ce ne sont pas des putes, elles font du X, donc des films porno. Donc voilà. Il est reparti pour la critique de toutes ces
de tous ces gens. Lui, du coup, tout ça pour dire qu'il respecte tous ces gens-là. Hein. Il a respect et admiration donc, après tous les gens qu'il vient de décrire. Les seuls qu'il aimerait fracasser, donc fracasser, ça veut dire casser en deux, hein, c'est les mecs qui jouent les mecs alors qu'ils sont vraiment des fiottes. Donc ceux qui font semblant d'être forts alors qu'en fait ils sont très faibles. Des fiottes, c'est... en gros, tu es vraiment une fiotte, ça veut dire que tu n'as pas de courage. Tu n'es pas courageux, tu es faible. C'est du langage familier. Tu es vraiment une fiotte. Donc là, c'est parti. Maintenant, il a la haine contre tous ces gens, toutes ces personnes, tous ces hommes qui font le viril. Donc l'homme, hein, l'homme dans le sens de associé à tous les stéréotypes de la masculinité. Donc faire le dur, faire le bad boy, ils font les virils à Cannes, donc au festival de Cannes. Hein. Cannes, ça représente toujours la réussite au cinéma. Et ensuite, il dit que ces gens-là, ils écartent leur cul chez le producteur. Ça veut dire que écarter leur cul, en gros, c'est laisser offrir la possibilité de se faire enculer. Se faire enculer, c'est-à-dire sodomiser, c'est-à-dire se faire avoir. Quand on dit punaise, c'est très vulgaire, hein, évidemment. Punaise, je me suis fait enculer, ça veut dire que je me suis fait avoir. On m'a fait croire que j'allais obtenir quelque chose, mais qu'en fait, j'ai obtenu bien moins. Donc, c'est une façon de se faire exploiter. Donc, comme Xavier a décidé de ne pas se faire exploiter, il critique ces mecs qui, dans le monde du cinéma, se prennent pour des durs, pour des hommes virils, alors qu'en fait, ils écartent leur cul au producteur, donc ils s'offrent au producteur, ils se laissent enculer avec plaisir. Donc ils se laissent avoir. Donc voilà qu'ils critiquent ils critiquent les réalisateurs. Aussi, il dit que les réalisateurs ne savent pas écrire une ligne, donc ils n'ont aucun talent, aucune compétence intellectuelle ou artistique, et que du coup, c'est pas juste pour les scénaristes qui, eux, écrivent, parce que les scénaristes touchent peu, et c'est les réalisateurs qui vont toucher tout l'argent. Voilà. Qu'ensuite, il critique les réalisateurs qui, après avoir gagné autant d'argent, ne redistribuent pas l'argent. Et pourtant, ils sont tous de gauche, donc pour une politique sociale. Et il dit que c'est faux, puisque l'argent n'est jamais redistribué. Et que de toute façon, ils retourneront leur veste, c'est-à-dire qu'ils changeront de camp politique, ils changeront d'avis avec souplesse, tranquillement, avec sérénité. 4 ou 5 ans, et les mêmes qui jouent du violon sur les pauvres sans-papiers te pendront des chefs-d'œuvre sur le banquier juif, le voleur rome et le russe cupide. Donc en gros, ces personnes-là, ces réalisateurs qui, au final, lorsque l'argent proviendra des riches dans le monde du cinéma et plus de fonds publics, hein, c'est ce qu'il disait. C'est les subventions, pardon. Donc je reviens en arrière. Les subventions, c'est ce que donne le gouvernement pour tous les projets culturels et publics. Les établissements en France peuvent recevoir des subventions, donc de l'argent de l'État, quand le projet est validé. Donc en gros, ils critiquent les réalisateurs en disant qu'ils vont nous montrer sur écran la misère pour montrer qu'ils sont de gauche et recevoir ces subventions. Mais le jour où il faudra montrer qu'on est de droite, ils n'auront aucun scrupule à faire un film sur un banquier juif. Ensuite, il parle de Marie-Ange qui déteste qu'il rentre bourré, donc sous alcool, sous l'effet de l'alcool.
Ensuite, il dit que Marie-Ange est une bonne mère et c'est pour ça qu'il l'a choisie, qu'il ne faut pas choisir une femme qui t'attire physiquement, qui te fait bander, donc qui te donne une érection, mais plutôt une femme qui sera une bonne mère. Ensuite, il interroge Vernon sur sa copine, puisqu'il a raconté qu'il était au Canada et qu'il était de passage à Paris. Donc il lui dit, est ta Canadienne, donc ta copine au Canada. Est-ce qu'elle veut des enfants? Il lui conseille de se lancer dans la vie de père si c'est une femme bien. Et ensuite, Xavier finit en disant, et au fait, tu me parlais d'Alex, donc Alex Bleach, on y revient. Donc Vernon lui dit que oui, il le revoyait au Canada, donc bien sûr il ment. Donc là, c'est parti, Xavier qui critique Alex Bleach en disant qu'il faisait de la musique de merde. Mais Vernon lui dit justement, est-ce que tu n'as pas des amis dans ton entourage, dans le monde du cinéma, qui voudraient bien faire un documentaire sur Alex Bleach parce que j'ai récupéré des heures d'auto-interview qu'il a laissées chez lui. Et je ne sais pas quoi en faire. Donc Vernon ne sait pas quoi en faire. Et lui, bien sûr, il aimerait bien trouver le moyen de se faire quelques sous. Donc Xavier n'est pas du tout emballé par l'idée, ça ne l'intéresse pas du tout, il lui dit que ça n'intéressera personne, qu'il crève en enfer ce gros con, donc clairement Xavier est très violent, il n'a pas envie d'en entendre parler. Bon, Xavier est tellement bourré, il a tellement bu d'alcool que du coup il croque dans son verre et il se coupe. Donc c'est pour ça qu'il saigne. Donc avec le verre, il se coupe l'intérieur de la bouche. Donc Vernon cherche sa carte bleue et l'aide à rentrer jusqu'à chez lui. Vernon est contrarié car il aurait bien aimé parler avec cette petite brune qu'il a vue au fond du bar et qui a passé son temps à le regarder. Mais du coup, Xavier est dans un état absolument lamentable. Donc il est obligé de ramener Xavier à la maison. Xavier est incontrôlable. Ensuite, le lendemain matin, la famille part. Donc voilà Marie-Ange, Xavier et la petite qui s'appelle Carla, il me semble. Les voilà partis pour le week-end. Et là, Vernon se retrouve dans ce bel appartement seul. Il a une liste interminable de la part de Marie-Ange, bien sûr, qui a pris le soin de lui indiquer tout ce qu'il devait faire pendant le week-end. Donc l'animal mange à une heure fixe, un savant mélange de légumes frais, croquettes, viande blanche et pâté bio. Il faut la sortir 4 fois par jour selon un protocole très strict. Donc on voit tout le cadre et la structure donnée par Marie-Ange et que Xavier respecte à la lettre. Qui Xavier, c'est vrai, passe son temps à critiquer les autres en disant qu'ils n'ont aucun courage, mais lui, au final, écoute sa femme au doigt et à l'œil. Donc la chienne s'appelle Colette, ça fait rire Vernon. Donc Vernon a très faim, il est affamé, on nous dit. Donc ça veut dire avoir extrêmement faim. Et donc là, il découvre le frigo dans une maison de riches. Donc là, on a des produits frais, du fromage, du très bon fromage. On a des produits de très bonne qualité. Donc la viande qui vient de fermes où les bêtes sont élevées en plein air, bien nourries, donc 19 € la viande, ce qui est énorme. Et ensuite, il remarque que tout ce qu'il y a dans le frigo sont des produits de qualité et de marque. On a même des jus de fruits à 12,80 €. Voilà. La chienne suit Vernon de partout. Elle a bien compris que c'est lui qui allait s'occuper d'elle.
Donc il lui dit tes pots de colle, ça veut dire tu me colles. C'est une expression qui dit tu me colles. Voilà, donc il lui donne la croûte du fromage. Il espère quand même que la chienne va bien aller parce que vu le caractère de Marie-Ange, il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose à la chienne. Et là, on plonge un peu dans le personnage de Vernon qui dans la personnalité de Vernon. Donc on dit qu'il est assez fort face à la vie et aux imprévus, mais quelque chose est fragilisé, c'est le silence ou le confort. Il doit faire un effort pour ne pas céder à la tentation masochiste de l'auto-apitoiement. Donc en gros, il fait un effort pour ne pas se lamenter sur son sort, ne pas se mettre dans la position de victime. C'est quoi ma vie? Regarde ça, je suis chez des gens que je ne connais pas, par exemple. Il n'a pas de chez lui, donc c'est l'apitoiement. S'apitoyer sur son sort, ça veut dire se lamenter, répéter en boucle des choses qui nous rendent tristes. C'est perdre complètement le contrôle de sa vie et être déprimé. Donc il se répète qu'il a de la chance, il essaye de tenir le cap, il fait la liste de ce qui est bien dans sa vie. Mais en fait, il y a quand même quelque chose, son corps parle à sa place, puisque on nous dit, l'auteur nous dit, mais il sent distinctement se profiler quelque chose de lourd qui lui appuie dans la poitrine. Donc il y a quelque chose qui l'étouffe, qui l'asphyxie. Un coup de tonnerre bref au thorax, une déchirure, suivi d'un âcre goût de cendre qui ne doit rien à la gueule de bois. Donc il y a vraiment quelque chose de plus fort qui est au-delà de ses pensées, au-delà de ce qu'il est en train de vivre. C'est le corps qui parle et qui lui transmet une douleur au thorax. Donc Vernon s'installe, fait le tour du propriétaire, il fait le tour de l'appartement, il s'ouvre une bière, il se met à l'aise, il observe, il se rend compte que Xavier, il a trouvé une femme qui avait de l'argent et que c'est peut-être la solution. Pour être plus tranquille, pour être serein et pouvoir faire des siestes au soleil. Puis Vernon finit par s'endormir. Voilà. La chienne se love contre son ventre et ronfle. Donc elle vient se poser avec beaucoup d'affection contre Vernon. Mais en fait, Vernon la caresse. Il a l'air d'apprécier ce moment de tendresse. Mais il n'est pas convaincu qu'il va la sortir. Voilà, Vernon qui est associé au monde de la musique cherche son iPod pour mettre la radio. Et en fait, c'est la voix d'Alex, donc de son pote qui est décédé, qui remplit la pièce. Donc on a un extrait. Donc il est comparé à... On dit qu'il faisait son Gainsbourg, donc il se la jouait Gainsbourg, il faisait semblant d'être Gainsbourg. Il essayait d'imiter Gainsbourg. Voilà. Il décrit Alex et sa musique. Donc il parle de son succès qui arrivait très vite et qui a étonné tout le monde parce que Alex ne savait pas encore qu'il s'adressait à des millions d'auditeurs. C'était un coup de génie ce premier disque. Donc il avait tout, les filles, même les garçons avaient envie de l'embrasser. Donc il dit comment peut-on être malheureux d'autant d'attention, de voyages, de bonnes surprises et d'opportunités. C'est incompréhensible pour l'entourage. Donc c'est vrai que Alex réussissait tout. Au final, il avait l'argent, les filles, les voyages. Donc ils ont du mal à comprendre comment une personne comme ça a pu se démolir.
qu'à la fin, il était tellement démoli par la tristesse, la drogue, l'alcool, qu'il était même plus capable de créer un morceau. Et ensuite, Vernon explique il se rappelle des délires d'Alex sur la synchronisation des ondes cérébrales. Donc, Alex lui avait fait tout un laïus, donc tout un discours, un monologue sur ce qu'apporte la musique, comme quoi elle apporterait des vibrations, que ça ferait des connexions dans le cerveau. Voilà, Alex était dans ce délire-là, ça veut dire dans ces pensées-là avant de mourir. Et il en avait beaucoup parlé à Vernon, qui ne comprenait pas du tout ce qu'il voulait dire et qui pensait qu'il était complètement en train de délirer, de devenir fou. Donc Alex s'était mis en tête de programmer les humains. Comme il n'arrivait pas à faire des disques, Vernon il dit il s'était mis en tête de programmer les humains, c'est-à-dire en lançant de la musique qui diffuserait des ondes qui feraient vibrer les cerveaux. Voilà, c'est un discours un peu flou et délirant de la part d'Alex. Donc voilà, Vernon parle du délire d'Alex là-dessus. Et que ça avait inquiété Vernon, ça l'avait alarmé. Donc c'est encore une personne de plus qui meurt dans l'entourage de Vernon, donc ça l'inquiète. Et là, la chienne pose sa tête sur sa main d'une façon si délicate qu'il reste un moment interdit sans oser bouger. Donc on voit qu'il se passe quelque chose, qu'il a un vide affectif immense et que même la chienne arrive à lui apporter une tendresse qu'il apprécie. Donc Vernon, il est en train de traverser tout ça, c'est douloureux, donc il gémit, il est surpris lui-même du son qu'il produit. Et c'est la chienne qui vient s'occuper de lui en le léchant, donc pour lui c'est un peu pathétique. La seule créature vivante se préoccupant de sa détresse est une chienne. Et du coup, Colette l'emmène dehors. Elle va à la porte et elle lui montre qu'elle a envie de sortir, elle a envie d'être promenée. Donc Vernon, cette fois, se décide à y aller. Donc les voilà partis pour un parc. Donc voilà, Vernon décrit ce qui se passe dans le parc. Dans l'ensemble, il lui paraît extrêmement dommageable pour sa virilité de s'afficher avec une petite chienne comme elle. Donc voilà, on est reparti sur Vernon et la peur de ce qu'il dégage, puisqu'il a toujours en tête quand même d'attirer les filles. Et il se dit avec cette petite chienne qui s'appelle Colette, ma virilité va en prendre un coup. Donc j'ai pas l'air d'un homme indur, un homme fort. Donc en fait, il fait semblant de ne pas être son maître. Donc c'est assez drôle. Ensuite, il observe ce qui se passe dans le parc. Donc, il voit d'abord une femme rejoindre un homme et lui, avec ses filles, pour lui apporter. En fait, c'est un rendez-vous pour les couples séparés. Donc, c'est le rendez-vous où la femme laisse ses filles au père. La mère laisse les filles au père. Voilà, il observe ça. Ensuite, il se rend compte que la race de la chienne plaît énormément aux filles, qu'elles s'arrêtent toutes pour s'émerveiller devant Colette. Donc Vernon est ravi, hein, bien sûr. Et d'un coup, les idées noires s'évaporent. Donc ces idées sombres, ces idées noires s'envolent. Donc on se rend bien compte que Vernon est en grand manque affectif et que quand il y a des femmes, tout de suite, il se sent vraiment bien. Colette est aphrodisiaque. Donc aphrodisiaque, ça veut dire qu'elle diffuse
dans l'air des molécules qui attirent, qui provoquent l'envie de sexe. Il comprend pourquoi Xavier y tient comme à la prunelle de ses yeux. Vernon n'a jamais eu suffisamment de fidélité pour être vraiment déprimé. Ça l'a toujours sauvé. La gravité de sa situation ne parvient plus à l'intéresser. Donc voilà, donc en fait, il se rend compte qu'il n'est pas vraiment déprimé et que dès qu'il y a des jolies femmes qui s'intéressent à lui ou à Colette, tout va mieux. Et là, il reconnaît la fille du bar de la veille. Donc, voilà. Il se demande si elle va s'intéresser à lui. Au début, elle fait comme si elle ne l'avait pas remarqué. Puis, lorsque Vernon décide du coup de partir, puisque apparemment elle ne lui fait pas signe de rester, elle lui court après et vient elle aussi caresser la chienne alors qu'elle est au téléphone et finit par envoyer des signaux à Vernon en lui disant « Attends-moi 2 minutes, je vais terminer mon coup de fil ». Donc Vernon est ravi. Elle raccroche avec l'autre personne. Vernon en déduit que l'autre personne est un garçon avec qui elle a une relation parce qu'elle a une voix sûrement douce et elle se justifie. Donc il pense que déjà elle est capable de tromper puisqu'elle vient s'intéresser à Vernon alors qu'elle a déjà un copain. Mais là, ça ne va pas se passer exactement comme il l'imaginait. Donc il se rappelle qu'ils se sont vus la veille dans le bar. Elle lui parle du chien. Et en fait, elle lui rappelle que oui, elle le connaît parce qu'elle le connaissait à l'époque où il tenait sa boutique de disques Revolver. Donc là, il y a une déception chez Vernon parce que lui qui pensait lui avoir plu par son physique et son charisme et tout ce qu'il dégage, pas du tout. Elle se rappelle de lui de par le magasin de disques Revolver. Et elle dit « Je suis venue plein de fois avec mon père ». Et alors là, bien sûr, Vernon est calmée, hein, parce que si elle venait avec son père, c'est qu'elle est très jeune et que du coup, elle associe peut-être Vernon à son père. Donc, il a tendance à faire ce geste quand la situation lui paraît complexe, sans être tout à fait désespéré. Parce que Vernon, il fait quoi? Il pince la base de son nez entre le pouce et l'index. C'est-à-dire que là, il est perplexe. Il ne sait plus comment réagir face à une fille qui venait chez lui avec son père. Il ne sait plus si la fille est là pour avoir une relation un peu paternelle, hein, retrouver un papa qui prendrait soin d'elle, ou s'il a affaire à une fille sexy avec qui il peut coucher. Donc Vernon lui demande qui était son père. Là, la fille décrit son père qui était en fait un policier métalleux, donc qui écoutait du métal, donc quelqu'un d'assez spécial selon Vernon, assez perché, puisque perché, ça veut dire dans la lune, un peu qui n'a pas les pieds sur terre, qui est dans son monde à lui, dans un autre monde. Donc il parle de ses styles musicaux. Donc Vernon ne sait pas trop quoi faire dans cette situation, donc il prend des nouvelles du père de Céleste. Voilà. Et puis le voilà plongé dans la description de Céleste parce qu'elle l'attire énormément et qu'en fait elle éveille complètement sa libido à Vernon et il a clairement, il se perd dans la contemplation de cette fille qui lui donne, qui l'attire énormément. Donc il imagine qu'il l'embrasse. Il explique les sentiments. Il fait la différence entre les sentiments amoureux et les sentiments d'excitation.
il dit qu'il est en train de tomber amoureux. Donc on sent qu'il a complètement décroché de la conversation et qu'il est dans une contemplation intérieure. Donc elle s'appelle Céleste. Il la décrit comme quelqu'un de très jeune qui a des expressions vraiment utilisées par les post-ados, quoi. Ah ouais, j'avoue, c'est swag, c'est terrible, c'est utilisé au collège et au lycée, quoi. Donc il se rend compte du décalage, de la différence. Donc elle voudrait aller au McDo manger une glace. Là, ça refroidit Vernon parce qu'il se demande vraiment quel type de relation elle cherche. Il est perdu. Et il lui dit, j'ai pas d'argent. Et elle est choquée du fait qu'à 40 ans, il ne puisse pas se payer une glace. Lui explique que ce qui compte, c'est la profondeur des relations et non pas le matériel et l'argent que l'autre personne peut te procurer. Elle reste sur ses positions. Elle dit que quand même, à son âge, c'est très choquant qu'il ne puisse pas se payer un café. Donc, il la traite de petite pute infecte. Elle lui plaît beaucoup. Donc, on voit que Vernon est attiré par ce qui est opposé à lui, ce qui est très différent de lui, parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec sa vision de la vie. Il la traite de pute infecte, donc quelqu'un de vraiment éloigné des valeurs qu'il a. Et puis, en fait, elle lui plaît beaucoup. Donc Vernon, il a passé sa vie avec des filles, donc à l'époque, qui se foutaient complètement de savoir combien il avait d'argent. Et en fait, là, l'autrice, elle nous dit qu'il y avait une époque où l'argent n'avait pas autant d'importance et qu'aujourd'hui, ce serait naïf d'imaginer avoir une relation avec une fille si tu es toujours interdit bancaire, c'est-à-dire si tu n'as pas d'argent sur ton compte. C'est ça que Vernon il est en train de prendre conscience. Dans la phrase « Vernon est resté bloqué au siècle dernier quand on se donnait encore la peine de prétendre qu'être était plus important qu'avoir ». Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. C'est le constat qu'il est en train de faire. Ensuite, on a un chien qui débarque, un gros chien. Donc Vernon a peur que Colette se fasse manger. Mais en fait, ça va bien se passer. Céleste, elle, est beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Il remarque chez Céleste il dit Céleste jubile. Ça veut dire qu'elle est très excitée de voir ça. Ça la rend... ça l'excite, c'est-à-dire que ça lui crée des émotions très fortes et plutôt heureuses. Et elle flatte la chienne, donc elle fait un compliment à la chienne, à Colette, qui se défend très bien devant ce gros chien, et elle dit qu'est-ce qu'elle est dominante. Donc là, voilà, on a du coup une information supplémentaire sur le personnage de Céleste, qui admire les gens dominants. Donc Vernon joue le mec détendu. En fait, Vernon, il n'est pas du tout à l'aise, mais il fait semblant d'être à l'aise. Et il ne voit pas comment une bestiole qui relève à ce point du jouet en peluche pourrait dominer quoi que ce soit. Mais il faut croire que chez les chiens aussi, c'est avant tout une question de mental. Donc, voilà l'image de Céleste qui est toute petite, qui arrive à faire reculer un chien de 80 kilos qui paraît très agressif. Voilà, c'est l'image des femmes pour Vernon qui en fait arrivent à se faire respecter, à dominer, et que ce n'est absolument pas une question de physique, mais c'est tout dans le mental. Donc pour lui, les femmes ont vraiment une puissance qu'il admire et que lui n'atteindra pas. Moi, c'est comme ça que je le vois. Vraiment, il paraît vulnérable, Vernon, et incapable de prendre une initiative ou de lutter. Et on a des personnages féminins très forts. Marie-Ange qui gère tout,
On a Céleste qui là aussi n'a pas peur de dire à un mec qui a 20 ans de plus qu'elle, mais attends, t'en es où dans la vie pour pas pouvoir te payer un café? Donc elle porte un jugement, elle le méprise de façon très sereine et avec beaucoup de confiance. Donc Vernon rencontre ces femmes-là. Céleste le laisse et lui donne son numéro de portable. Vernon est persuadé qu'elle le fait juste par politesse, mais que ça va pas être, et pour pouvoir partir plus vite, mais que ça va pas être pour s'échanger des textos torrides, donc des textos avec beaucoup de sous-entendus sexuels. Donc voilà, Vernon lui demande s'ils peuvent se contacter sur Facebook. Elle dit non. Elle lui dit maintenant, elle méprise son nom carrément. Donc elle le touche vraiment dans son identité. Elle a vraiment peur de rien. Elle est très courageuse et aussi très confiante. Mais lui, ça l'attire. Il n'y a rien à faire. Ce genre de femme apparemment l'attire énormément et l'excite, puisqu'on va finir le chapitre sur malgré tout le mépris qu'elle lui a montré, il lui fait un clin d'œil. Donc le clin d'œil, c'est très affectueux, c'est un signe de séducteur. Il part en se demandant s'il apparaît viril et décidé ou s'il a juste l'air d'un paumé. Donc il aimerait paraître viril et décidé parce qu'il sait que ça attire les femmes, mais au fond de lui, il est tellement paumé, donc perdu en ce moment, qu'il espère ne pas dégager cette image-là. Et puis là, en fait, il sort du parc avec tous ses fantasmes en tête. Bien sûr, il imagine pouvoir faire l'amour à Céleste, plutôt coucher avec elle de façon assez bestiale pour répondre à tous ses fantasmes. Voilà pour le résumé assez rapide de ce nouveau chapitre. On reviendra sur les explications dimanche parce que cette fois, comme vous avez pu le voir, je ne me suis pas arrêtée sur tous les mots, toutes les expressions parce que j'avais déjà fait une lecture qui était longue. Donc j'ai voulu passer moins de temps sur la langue et les références socio-culturelles qu'on verra dimanche ensemble. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!